on peut faire de la société israélienne, comme de toute société capitaliste, de toute société de classe dans le monde, une lecture de classe. Mais si on s'en tient à cela, on arrive à une vision extrêmement abstraite des choses à l'échelle mondiale. Parce qu'après, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a au-delà est-ce qu'il y a des spécificités ou pas à cette société. Est-ce que la société israélienne est une société comme les autres, ou est-ce qu'elle a des particularités qui entraînent des conséquences politiques très importantes? Eh bien, c'est là la lecture qui s'impose et qui fait grande divergence entre les critiques d'Israël et les partisans d'Israël. C'est la lecture de la société israélienne comme société coloniale, comme un colonialisme de peuplement. Et quand on parle de colonialisme de peuplement, on a déjà une situation très différente. Alors, on peut espérer, on peut rêver aussi que dans la population coloniale, il puisse y avoir un clivage de classe au point qu'une partie de la population coloniale prenne fait et cause pour les coloniser, mais il faut dire la vérité, on n'a pas vraiment vu beaucoup d'exemples de ce type dans l'histoire. Il suffit de prendre l'Algérie, par exemple. Eh bien, le mouvement algérien pouvait tabler sur le clivage de classe en métropole, mais il aurait été très utopique de miser sur ce clivage de classe parmi la population coloniale en Algérie. C'est un fait des choses. On a vu l'Afrique du Sud. On a eu un mouvement en Afrique du Sud qui s'adressait à la classe ouvrière blanche et qui a pu avoir un impact. Mais je vais dire, il est resté quand même marginal, cet impact, sur la classe ouvrière blanche comparé eh bien, à la mobilisation de la société colonisée, de la population colonisée. Donc c'est ça, c'est cette grille de lecture-là qui s'impose quand on veut comprendre ce qui se passe. Alors il y a eu des révoltes contre la vie chère en 2011, et il y a eu des révoltes sur la question constitutionnelle tout récemment. Mais dans les deux cas, rien sur l'occupation. Rien sur l'occupation. Ces mouvements, il n'y a eu que à la marge, je connais bien la raison, j'en fais partie. Il n'y a eu qu'à la marge, dans le premier, en 2011, à la marge, quelques-uns qui ont essayé de poser la question de l'occupation. Dans le mouvement constitutionnel, même à la marge, il y a à peine eu une présence, et on a vu une forêt de drapeaux bleus et blancs israéliens, qui sont évidemment les drapeaux d'un État colonial. Hein, et pourquoi ces drapeaux? C'est parce que ceux qui manifestaient contre Netanyahou voulaient montrer qu'ils étaient aussi sionistes que lui. Hein, et c'est une dimension absolument claire. Alors maintenant, il y a eu des victimes civiles, c'est sûr. Je demande à savoir plus sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu vraiment un massacre délibéré comme on le montre? Il y a des chiffres qui me chiffonnent, moi. 1200 morts israéliens. Israël dit 1500 combattants du Hamas ont été tués. Bon, donc il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans ces chiffres. Mais enfin, en tout cas, cela relève de ce que j'ai appelé il y a plus de 20 ans le choc des barbaries. C'est un choc des barbaries, mais dans ce choc des barbaries, c'est la barbarie du plus fort qui est toujours responsable. Et toute barbarie qu'il peut y avoir du côté du plus faible, comme les attentats du 11 septembre, c'est barbare, d'accord, mais c'est une réaction à des décennies de barbarie des États-Unis dans le tiers-monde, dans le sud mondial et en particulier dans la région arabophone. Donc, ce n'est pas pour justifier, bien sûr qu'il n'y a rien qui justifie l'assassinat de civils, hein, mais il faut placer les choses dans ce contexte pour pouvoir avoir une vision complète et correcte, je dirais, de ce qui se passe, alors que ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est les médias, c'est la classe politique dominante, hein, bien sûr pas la gauche, pas la France insoumise, pas l'extrême gauche française, qui prend fait et cause pour l'État d'Israël et qui plaque sur ce qui se passe, même pas une lecture de classe ou quoi que ce soit, mais une lecture comme s'il s'agissait d'une continuation de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et d'une confrontation avec le nazisme. C'est cette même rengaine qu'on nous sort à chaque fois, la nazification de l'ennemi,
comme Israël le fait, comme les gouvernements, comme les États-Unis l'ont fait quand ils ont envahi l'Irak. Saddam Hussein était Hitler, quand ils ont combattu Milosevic, c'était Hitler, etc. Ils voient des Hitler partout, hein. On en voit surgir comme les champignons dès qu'il s'agit pour les puissances occidentales d'attaquer un pays. Donc voilà ce que je pourrais dire sur cette question.